de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici au Sénégal. Et nous avons l'honneur de vous présenter le fruit de notre travail portant sur le développement et la validation d'une méthode de dosage de l'acide folique dans la farine par spectrofluorimétrie. Cette étude a été réalisée sous la direction du professeur Serigne Omar Sarr de la faculté de médecine de pharmacie. Pour mener à bien cette présentation, nous allons adopter ce plan classique. Après une introduction, nous allons vous rappeler les objectifs qui ont été fixés, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus, de les commenter avant de conclure. Les vitamines sont des molécules de petite taille importantes pour le bon fonctionnement de l'homéostasie et des fonctions métaboliques de l'organisme. Elles catalysent plusieurs réactions chimiques et le manque ou l'excès de vitamines peut entraîner d'énormes problèmes pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'acide folique, qui est une vitamine, encore appelée vitamine B9, faisant partie du complexe B, a été isolée pour la première fois en 1941 à partir des feuilles d'épinards, puis synthétisée en 1945. C'est une molécule hydrosoluble, est stable en milieu neutre et alcalin et à chaud. Mais le corps humain n'est pas en mesure de fabriquer l'acide folique. Il provient des sources externes. Les folates sont naturellement présents dans les légumes. Vous le voyez ici, sont naturellement présents dans les légumes, dans les agrumes, dans certains tubercules comme patates, dans le poivre, jaune ou bien vert, dans les céréales et autres. Et un apport suffisant d'acide folique est très important dans certaines situations d'activité métabolique intense, comme la grossesse et le développement de l'enfant. On estime environ 469 millions de femmes en âge de procréer et qui souffrent d'anémie dans le monde. Plusieurs pays comme les États-Unis et le Canada ont introduit un programme d'enrichissement de farine alimentaire dans leur système de santé. Le Sénégal, à travers la cellule de lutte contre la malnutrition, a mis en place une stratégie de fortification alimentaire, surtout sur les huiles raffinées enrichies en vitamine A et les farines de blé tendre enrichies en acide folique et en fer. Et plusieurs méthodes de dosage ont été utilisées pour doser l'acide folique dans la farine, dans les formulations pharmaceutiques, dans les milieux biologiques, comme la spectrophotométrie d'absorption UV visible, la HLHP, la polarigraphie. Mais ces méthodes ont rencontré d'énormes problèmes, surtout l'utilisation de nombreux solvants, des limites de détection et de quantification trop élevées, le temps d'analyse tellement long et le coût qui est un peu onéreux. Et la méthode que nous avons développée et validée, qui est une méthode spectrofluorimétrie, est une méthode spécifique, rapide et surtout onéreuse. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes fixés comme objectif général de valider une méthode de dosage de l'acide folique dans la farine par spectrofluorimétrie et d'une manière plus spécifique de rechercher les conditions optimales d'analyse, valider la méthode par l'approche du profil d'exactitude en évaluant sa spécificité, sa linéarité, sa justesse, la fidélité, les limites de détection et de quantification. Et surtout, enfin, étudier la stabilité donc, de l'acide folique à différents niveaux de température. Pour atteindre ces objectifs, nous allons utiliser cette méthodologie suivante. L'étude a été réalisée au laboratoire, à l'unité physico-chimique, laboratoire national de contrôle des médicaments de Dakar, ici au Sénégal. Et un spectrofluorimètre de marque Perkin Elmer LS45, équipé d'un détecteur et en utilisant le logiciel FL WinLab
pour traiter les données a été utilisé. La verrerie et le matériel de laboratoire habituel a été utilisé et les réactifs qui ont été utilisés sont de qualité analytique. Des solutions d'extraction ont été préparées, une solution de phosphate dibasique de sodium et de phosphate dibasique de potassium. Pour la solution de phosphate dibasique de sodium à pH 7,5, concentration de 0,1 molaire, on a dissolu environ 0,71 g dans 50 ml d'eau distillée et ajusté le pH avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,2 molaire. Et pour l'autre solution, la solution phosphate dibasique de potassium, on a dissolu environ 0,85 g de cette solution dans 50 ml d'eau ultra pure ajustée avec l'acide chlorhydrique. Et pour les solutions d'étalon et d'échantillon, pour la préparation de la solution mère d'acide folique, nous avons utilisé deux solvants différents, à savoir l'eau ultra pure et une solution de tampon d'acétate de sodium à pH 5,5. Donc, pour la préparation avec l'eau ultra pure, nous avons dissous environ 4,5 mg de l'acide folique dans l'eau ultra pure, dans 10 ml d'eau ultra pure, et même chose que pour une solution d'acétate de sodium. Et la préparation de l'échantillon de farine, dissolvant environ 1 g de farine de blé dans 50 ml de solution d'extraction que je viens donc de citer. Et l'approche du profil d'exactitude a été adoptée pour faire la validation. Et cette méthodologie nous a permis d'avoir les résultats suivants. Nous avons en premier lieu étudié l'effet du pH sur l'intensité de fluorescence de l'acide folique. Et comme vous le voyez ici, nous avons constaté une diminution de l'intensité de fluorescence à des pH très acides et très basiques. Cette méthode a été montrée que c'était tellement spécifique. Vous voyez, parce que nous avons constaté que donc, la longueur d'onde d'excitation qui était de 270 et la longueur d'émission de 445, et que comparé avec la spectrophotométrie UV visible, vous voyez que plusieurs molécules peuvent absorber à une même longueur d'onde. Et là, la longueur d'onde d'absorption pour des solutions, la longueur d'onde d'émission pour des solutions préparées à partir donc, de l'eau ultra pure, ou bien dans une solution de tampon, nous avons une longueur d'onde d'émission qui est égale à 445 nanomètres. Notre méthode a été démontrée que c'est linéaire. Quand on utilise l'eau ultra pure, même quand on utilise une solution tampon, vous constatez que le coefficient de corrélation pour l'eau ultra pure est supérieur à 0,99. Donc c'est 0,9994. Et là, pour la solution tampon, c'est supérieur à 0,99. On peut dire que notre méthode ici est linéaire. Les limites de détection et de quantification ont été déterminées après lecture donc, du blanc 10 fois, donc la lecture donc, du blanc 10 fois successives. Et c'est ça qui nous a permis de calculer les longueurs, les limites de détection et de quantification en utilisant la formule limite de détection est égale à 3 multiplié par écart donc, du blanc divisé par la pente. Et la limite de quantification qui est égale à 10 multiplié par écart du blanc divisé par la pente. Et que vous avez constaté que nos limites de détection sont tellement inférieures par rapport aux résultats qu'avait obtenu Ala Bourda, donc qui avait développé une méthode de Shell HP et que ces limites de détection étaient environ à 60 nanogrammes par ml. Et nous sommes à environ 20, voire 45 nanogrammes par ml. Et l'approche du profil d'exactitude, on essaie de
de retrouver l'erreur totale. Donc l'erreur totale ici, c'est l'erreur correspond à l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. Donc on essaie donc de déterminer la justesse et la fidélité de notre méthode. Et en utilisant l'eau ultra pure et les solvants d'extraction, que ce soit le phosphate dibasique de sodium et le phosphate dibasique de potassium, nous avons constaté qu'ici, la justesse est comprise entre 99,35 et 100,45 et les limites de l'intervalle de tolérance est compris entre 99,52 et 101,46. Ceci est inclus dans les limites d'acceptabilité qui est comprise entre 90 et 100 et 110. Donc c'est ça qu'on a remarqué et le profil d'exactitude est un tracé qui permet donc de prendre rapidement des décisions. Et vous voyez que notre profil, vous voyez ici donc les points rouges représentent donc les concentrations moyennes retrouvées et les pointillés en vert représentent les limites d'acceptabilité et les lignes continues en bleu représentent l'intervalle de tolérance. Donc, la justesse, que ce soit donc le taux de recouvrement et l'intervalle de tolérance sont incluses dans les limites d'acceptabilité. C'est ça qu'on remarque aussi quand on utilise le phosphate dibasique de potassium en utilisant toujours comme solvant donc l'eau ultra pure. Et ça qu'on retrouve toujours quand on utilise aussi la solution tampon d'acétate de sodium. Le profil d'exactitude est toujours, vous voyez que la justesse et les limites, l'intervalle de tolérance sont incluses dans la limite d'acceptabilité. Et c'est toujours avec la solution de phosphate dibasique de potassium en utilisant donc une solution tampon d'acétate de sodium. Nous avons toujours cette limite qui est incluse dans les limites d'acceptabilité. Venons-en à la stabilité. Nous avons étudié le taux de recouvrement, l'intensité de fluorescence de l'acide folique quand on le soumet à différents niveaux de température. Vous voyez, vous constatez qu'ici, il y a une régression et que le recouvrement va de 106% à 40% environ. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse donc du recouvrement à des températures très fortes. Et nous avons aussi exposé l'acide folique au soleil et nous avons constaté toujours qu'il y a une régression, une forte régression. Donc en conclusion, nous allons dire que puisque l'OMS recommande d'enrichir donc les farines en micronutriments, vu que l'utilisation de l'acide folique peut paraître à beaucoup de pathologies, les pays en voie de développement doivent développer des méthodes qui permettent donc de doser ces micronutriments. Et il y a un apport donc de la spectroscopie à la qualité des aliments. La méthode que nous avons développée est une méthode peu onéreuse, respectueuse de l'environnement et peut contrôler donc les aliments dans les pays en voie de développement.